il reste un peu l'objet rarissime qui est en haut de la pyramide. Pour moi, c'est la cage à oiseaux. Surtout qu'il y en a très peu. C'est une pièce qui a 250 ans. Qu'en trouver une en parfait état de fonction, dans un état cohérent, c'est très rare aussi. Ça c'est clair, ce genre d'objet, il y a un truc, une négligence à un endroit et il y aura un problème. Donc il faut vraiment être rigoureux. Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un deuxième épisode hors série en direct de Sainte-Croix chez Mouret Pendulier. Épisode durant lequel nous allons rencontrer Nicolas Hull, qui est un horloger de talent, qui travaille ici depuis un peu plus de 8 ans. Et on va parler aujourd'hui d'un objet à la fois horloger et automate exceptionnel. Il s'agit d'une cage à oiseaux chanteurs. Vous allez comprendre tous ces aspects. Vous allez voir que c'est une pièce exceptionnelle qui va vous emmener très très loin. C'est parti. Chers amis, ceci est une cage à oiseaux chanteurs et nous sommes avec Nicolas Hull, qui est pendulier, chez Mouret Pendulier, à Sainte-Croix. On avait le premier épisode avec Dominique Mouret, c'était un plaisir et on a le plaisir de te rencontrer. On te remercie pour ta présence et d'avoir accepté de nous parler de si beaux objets. Merci Nicolas, avec plaisir. Quel est un peu ton parcours, toi, en tant que pendulier? Aujourd'hui, tu es plutôt jeune, c'est des métiers qu'on associe plutôt à des gens qui ont des grandes carrières dans l'horlogerie. Et je suis assez admiratif de ça. J'aimerais un peu en savoir plus sur ton parcours et tes motivations, si je puis dire. Alors, mon parcours est assez simple. J'ai d'abord fait, suite à un conseil de mes parents, un baccalauréat scientifique avec un abitur, donc le bac allemand et le bac français, dans ma région d'origine, en Alsace. Et donc j'ai fait le bac et ensuite j'ai fait 1 an de faculté d'histoire de l'art à Strasbourg, histoire d'un petit peu en savoir plus sur l'art, l'architecture de manière générale, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ça je l'ai fait en attente de pouvoir m'inscrire dans une école d'horlogerie. Donc je me suis inscrit dans plusieurs écoles d'horlogerie et je suis allé dans celle qui m'a répondu en premier, soit celle de la ville de Pforzheim, en Allemagne, dans la Forêt Noire. On fait pas des cadrans là-bas? Oui, il y a des cadrans, il y a eu beaucoup d'horlogerie qui a été faite là-bas, beaucoup de bijouterie. C'est plutôt une ville qui est connue pour la bijouterie, mais il y a eu de chouettes mouvements horlogers qui ont été faits là-bas. Par exemple, les mouvements PUV qui ont été beaucoup utilisés par l'IP, notamment. Magnifique. Donc, suite à cela, suite à ces 3 ans en école qui étaient formidables, j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires, des professeurs brillants, au niveau technique, mais aussi au niveau humain, ce qui est très important. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur un journaliste de la RTS quand j'étais à Munich sur une exposition pour l'école. Et ce monsieur m'a conseillé d'aller voir quelqu'un en Suisse qui connaissait, qui faisait de la restauration et qui était professeur à l'école d'horlogerie de Porrentruy, Laurent Barotte. Et je vous la fais simple, mais à un moment, Laurent Barotte m'a dit, parce qu'il m'avait envoyé à 2-3 adresses pour aller voir, et il me donnait aussi des conseils pour restaurer une horloge d'édifice dont je m'occupais à l'époque, pour le lycée dans lequel j'étais en Alsace. Et Laurent me dit donc à un moment, va voir Dominique Mouret à Sainte-Croix, on sait jamais, des fois, va le rencontrer. Bon. Alors un samedi matin, avec mon papa, on a pris la voiture, on est venu à Sainte-Croix, puis Dominique nous a fait visiter l'atelier, on a mangé ensemble à midi, et à la fin du repas, il dit bon ben Nicolas, tu viens en stage 1 semaine. Super, j'étais super content. Et je suis venu donc après, pendant mes vacances, en stage chez Dominique, 1 semaine. Ça s'est très bien passé, il m'avait donné un cliquet à refaire sur une pièce à oiseaux chanteurs. Ça s'est très bien passé, on a tout de suite bien sympathisé, et puis à la fin de cette semaine, il me dit bon ben, tu commences en septembre si tu veux. Je dis bah oui, pardi. Et puis, donc ça c'était il y a bientôt 8 ans. Et voilà, la vie continue. On s'est occupé de beaucoup de beaux objets, on partage bien et la vie est belle. Magnifique, c'est bien dit. Et qu'est-ce qu'une cage à oiseaux chanteurs? Alors une cage à oiseaux chanteurs,
J'aime à dire que c'est un petit peu l'objet ultime. Quand on a la chance de pouvoir posséder beaucoup de beaux objets, et qu'on a déjà un petit peu tout ce qui s'est fait, il reste un peu l'objet rarissime qui est en haut de la pyramide. Pour moi, c'est la cage à oiseaux. Surtout qu'il y en a très peu, et qu'en trouver une en parfait état de fonction, dans un état cohérent, c'est très rare aussi. Donc une cage à oiseaux chanteurs, une cage d'alcôve, parce qu'elles étaient souvent fixées dans les alcôves, c'est avant tout une pendule. Quand vous regardez en dessous, Il y a une pendule. il y a une pendule. Heure, minute, seconde. Donc ça paraît un peu bizarre. On se dit, mais elle est posée, comment on lit l'heure dessus? Mais non, pas du tout. Le crochet, là, il n'est pas là pour décorer. Les 15 kilos de la cage tiennent là-dessus et c'est accroché au plafond. Donc avant tout, on lit l'heure dessus. Et au lieu d'avoir une sonnerie classique comme on a sur des pendules où elle sonne sur des gongs et sur des cloches, là, ça déclenche un jeu de flûte. Un jeu de flûte, c'est un système très compliqué avec un moteur, un soufflet, un cylindre, des flûtes et un sommier qui permet justement de... c'est comme un orgue normal, sauf qu'au lieu que ce soit quelqu'un qui appuie sur les touches pour jouer la musique, c'est les picots qui sont sur le cylindre qui viennent déclencher les soupapes et faire que l'air passe dans les flûtes. J'ai une question un peu bête, mais si on écoute les oiseaux chanter, Oui. est-ce que ça peut nous donner une indication de l'heure ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Particulier. Ça déclenche une mélodie. Ok. La sonnerie, c'est une mélodie qui dure à peu près 30 secondes. Elles ne sont pas toutes exactement à la même longueur. Et sur ce modèle, il y a 6 mélodies différentes. Des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 8, des fois, il y en a 6. Elles sont pas toutes construites exactement pareilles. Il faut bien s'imaginer que c'est un objet qui a été entièrement fabriqué à la fin du XVIIIe siècle. C'est une pièce qui a 250 ans. Et en plus, pour garnir un peu plus cet objet de complexité et de beauté et de rêve, on lui met des oiseaux chanteurs. Alors des fois il y en a un, des fois il y en a deux. Là il y en a deux, un jaune, un rouge. Les oiseaux sont des automates. Ils battent les ailes, la queue, le bec et ils tournent sur eux-mêmes. Et ça c'est vraiment des gros oiseaux quoi. Ils sont pas faits avec des petits morceaux de plumes, c'est vraiment un plumage intégral d'oiseau qui est mis dessus, naturel. Oui, c'est presque une taille d'oiseau réelle. Oui, c'est des tailles d'oiseaux réels. Et ceux-ci sont garnis de plumes. Les oiseaux sont morts depuis très longtemps, ça doit faire au moins 150 ans. C'est un stock que Dominique a pu un jour racheter d'oiseaux anciens. Aujourd'hui, on n'a plus du tout le droit de faire de l'élevage d'oiseaux comme ça. Et pour terminer, ils ont encore fait une fontaine mécanisée au centre, donc c'est pas de l'eau, ce sont des tubes en verre torsadés, avec 4 lignes. Quand vous chauffez le verre et vous le tournez, ça fait des torsades. Une torsade à droite, une torsade à gauche. Et quand vous les faites tourner, ça donne un effet d'eau qui descend. Si vous les faites tourner dans l'autre sens, on a l'impression que l'eau elle monte. Ils étaient d'une intelligence. Les gens qui faisaient ça, c'est assez incroyable. Et la qualité de la réalisation est époustouflante. Avant de rentrer plus dans le détail technique, dans les détails techniques de cette pendule, c'est vrai que quand on pense aux automates et quand on pense en tout cas aux oiseaux chanteurs, soit dans des tabatières ou dans des cages à oiseaux, on pense souvent au Jacques Edreau et tu m'as dit que ça s'en rapprochait. Donc Jacques Edreau qui était un horloger et comment on appelle ceux qui font les automates, un automatier. Un automatier. Je te remercie pour le mot. Un automatier qui a parcouru le monde, qui a vendu dans le monde pas mal d'objets assez exceptionnels, qui travaillait avec son fils, qui travaillait avec un entourage de personnes bien particulières. Est-ce que tu peux l'affilier plus ou moins à Jacques Edreau ou est-ce que c'est à Pierre Jacques Edreau ou c'est un peu plus complexe que ça? Alors, oui, les Jacques Edreau, c'était une famille, et il faut bien s'imaginer qu'ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait à l'époque où ça a été fait à la Chaux-de-Fonds, comme il y a encore aujourd'hui, en fait, un réseau d'artisans et de co-traitants assez impressionnant. Donc, c'était pas Jacques Edreau tout seul qui a fait ça. Il y avait un atelier où il y avait beaucoup de monde qui travaillait soit en établissement. Donc, être établisseur, ça veut dire c'est un peu des gens qui font du télétravail. Ils ont un atelier à la maison et ils font à distance. Généralement, c'était pas géographiquement très loin, mais il y avait beaucoup d'établisseurs.
Et on l'attribue à Jacques Hédreau parce que il existe plusieurs cages de ce type, chaque fois un peu différentes, mais la construction et la manière dont c'est fait, le type de filetage, le type de laiton, comment le moteur est fait, comment... ça a toujours été la même main, la même conception. D'accord. Mais elle n'est pas signée, cette pièce. Il n'y a pas noté quelque part faite par Pierre-Jacques Hédreau. Et les autres sont notés? Il y a certaines pendules, certains mouvements de pendules sont gravés de Jacques Hédreau, mais pas celle-ci. Mais nous, on l'attribue à ça. Oui, ça reste un travail exceptionnel qui a donc été fait par forcément un horloger automatier exceptionnel. De faire un faux de ça, c'est pas possible. Voilà. C'est très 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 compliqué. Il y a un nombre de pièces qui sont ajustées dans tous les sens. Puis ça fonctionne à la fin, si on fait très attention quand on la restaure, à ne brûler aucune étape. Donc il faut d'abord que tout l'habillage soit en état. Cette pièce, par exemple, elle a nécessité 2 mois de travail juste pour que l'habillage soit en bon état. Il y avait des cassures, c'est une pièce qui avait été dorée galvaniquement, ils avaient bricolé dessus, c'était assez triste. Donc les filetages avaient souffert, tout est vissé là-dessus. Les petits vases, les arceaux, les baleines, même les petites baleines, là, c'est du 1,70 mm de diamètre, c'est vissé là-dedans. Okay. Et tout tient ensemble, tout est démontable. Donc rien que l'habillage à fabriquer, c'est un travail mais titanesque, et à restaurer, je vous ai dit, c'est 2 mois de travail, c'est solide déjà. C'est du laiton, c'est ça? Ouais, c'est du laiton doré au mercure. Nous, on a redonné à un des derniers artisans qui fait encore de la dorure au mercure l'intégralité des pièces de la cage, donc tout démonté, pour qu'il les reprenne. Et un sacré travail au niveau du doreur aussi. Donc je disais qu'il ne faut vraiment pas brûler d'étapes. D'abord, il faut que la base, donc cette plaque épaisse qui est un petit peu on va dire le châssis de la cage, celui-ci déjà, il faut qu'il soit bien droit. Donc quand on vient visser le mouvement d'horlogerie, la fausse plaque là-dessus, il faut que tout soit équilibré et qu'il n'y ait pas de tension qui se crée. Ensuite, vous mettez les entretoises là et vous venez fixer la pièce du haut, la base du haut là. Il faut toujours que la pendule, que la cage tienne bien sur ses 4 pieds. Il faut que ce soit toujours à plat. Ensuite, vous montez le reste. Ensuite, vous mettez la mécanique à la fin. Et tout doit être plat. Et quand vous la remontez, il ne faut pas qu'il y ait des tensions dans tous les sens, parce que sinon, dans les 2 colonnes là, il y a d'un côté 4 et de l'autre côté 2 fils qui passent dedans avec tout un système de poulies dans le perchoir que vous voyez qui est peint en noir. À l'intérieur, il y a une quinzaine de poulies, de toutes petites poulies qui guident les câbles pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Donc si la cage, vous ne prenez pas bien le temps de bien s'occuper de la structure, elle ne va pas bien fonctionner. Une voiture, pour faire une comparaison automobile, si vous faites un accident avec une voiture et vous la faites redresser à droite à gauche, y compris le châssis, si le châssis est mal redressé, elle ne va pas bien rouler la voiture. Quand vous prendrez des virages avec, ça, on va le sentir. Ça va être horrible. Là, donc d'abord, on reprend la structure. Et ensuite, une fois que la structure est bonne, qu'elle est de nouveau dorée comme il faut, on peut s'occuper de la fontaine. Donc là, on a donné tous les tubes à refaire à un souffleur de verre avec lequel on a l'habitude de travailler, parce qu'il y avait des tubes cassés et surtout il y avait des tubes différents. Donc il y avait des tubes de couleurs de verre différents, donc il y avait des jaunes, des bleus, c'était vraiment pas beau. Et les pas n'étaient pas les mêmes, alors que là le pas dans le verre est le même. Si vous en avez un qui tourne plus vite que l'autre, vous n'aurez pas l'impression que l'OL descend bien. Exactement. Voilà. Et pour finir, on s'occupe des oiseaux. Ils sont intégralement démontés, contrôlés à l'intérieur et replumés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, un peu la route de l'énergie, on va appeler ça, du moment où tu vas donner la clé, et on parlera de la clé après, parce que tu m'as dit que c'était au moins 5 heures de travail pour refaire une clé. Oui, juste la clé. Une clé parfaite par rapport à l'embout au carré, enfin l'embout de forme carré que tu vas avoir à la fin, pour pouvoir remonter de la meilleure des façons qui soit. Comment du barillet et du système fusée-chaîne, on va avoir la transmission de l'énergie par le soufflet, le cylindre avec ses ergots, mais c'est pas vraiment ça, avec ses goupilles, et ensuite à la fin les oiseaux qui s'animent. Comment un peu tu peux nous faire de manière, je vais pas dire simple, parce que ce n'est pas simple,
mais de manière un peu fluide, en tout cas, expliquer le mouvement de l'énergie, la circulation de l'énergie dans cette cage, s'il te plaît. Alors, une cage à oiseaux, au niveau du fonctionnement, il faut bien s'imaginer qu'il y a d'abord un moteur, parce qu'il faut de l'énergie pour faire fonctionner tout ça. Le moteur, il se trouve là, sur le devant. On vient avec une clé remonter une fusée, donc qui prend son énergie sur 2 ressorts qui sont dans un barillet. Il y a 2 ressorts de barrière, il n'y en a pas un. Ils sont côte à côte. D'accord. Enfin, l'un sur l'autre, comme ça. On vient donc remonter le moteur. Donc le moteur, son but, c'est de sortir des axes, il y en a là-dessus 2, 2 axes qui tournent à une vitesse régulière. Le premier axe, il va s'occuper de faire gonfler le soufflet. Donc le soufflet en cuir qui se trouve là, grâce à un système de bielle, on transforme une énergie rotative en une énergie qui vient pomper. Donc là, on a de l'air. On a un compresseur, si on veut. En même temps, cet axe va faire tourner les informations qui disent « joue cette note et joue cette note au jeu de flûte ». Donc là, on a l'information de quelle flûte doit être enclenchée pour faire la musique. Et ça tourne. Donc ça, c'est ton axe qui va vers le cylindre. Vers le cylindre. Avec ses Et coupilles. la dernière chose en rotation, pour un peu simplifier, ce sont des cames qui tournent à une vitesse assez lente et surtout très stable. C'est ce qui est important, c'est une vitesse très stable. Et ces cames, elles viennent donner les 6 fonctions aux oiseaux. Donc, quand je dis 6 fonctions, c'est bec pour un, bec pour l'autre, aile pour un, aile pour l'autre, tourner l'un, tourner l'autre. 6 fonctions. À partir du moment où on a de l'air et des informations, eh ben, il suffit de faire en sorte que l'air aille dans ce qu'on appelle le sommier. Le sommier, c'est où il y a les flûtes fixées dessus. Et les touches vont enclencher les soupapes, l'air va passer dans les flûtes, et le son sort. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est pas bien compliqué. Et donc en fait, comme tu disais tout à l'heure, il y a des fils et des jeux de poulies. Oui. Et en fait, par exemple, le fait qu'un oiseau, tu m'as dit, alors, en l'occurrence le bec par exemple, le fait qu'il bouge, c'est qu'il y a un fil qui passe dans l'axe sur lequel est fixé l'oiseau, qui va jusqu'au bec et qui tire un petit peu dessus. Ouais, le fil il va jusque vraiment dans le corps de l'oiseau qui est en bois. D'accord. En bois avec des espèces d'agrafes en laiton qui le maintiennent, tout ça, et il est vissé sur un support. Et donc le câble il est à peu près au centre, il vient tirer sur un levier, et ce levier c'est comme une bascule qui vient faire travailler le bec. D'accord. Le fil ensuite il descend là-dedans, là il y a une poulie qui renvoie là, et qui renvoie là, et ensuite on est aux fonctions qui sont en bas. 2 leviers qui font comme ça, et pour chaque fois une fonction différente. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces variétés d'oiseaux, parce que je tiens à dire, et ça m'impressionne aussi beaucoup, c'est qu'au-delà de tout ça, tu es en train d'acquérir la technique de plumassier. Oui. Donc, c'est-à-dire en fait comment avoir la connaissance des plumes, la connaissance des oiseaux, comme un ornithologue en fait, et pouvoir restaurer un oiseau conformément. Donc là, tu m'as dit que c'est a priori, tu sais quels sont les oiseaux et tu sais comment tu as su même comment les restaurer. Ce qui est assez délicat quand on veut replumer un oiseau, c'est que l'automate a une morphologie. Il a été taillé, il a un certain bec, généralement, l'oiseau est en très mauvais état. La plupart du temps, on peut réutiliser 0% du plumage. On aime bien garder le plumage si on peut, mais si la pièce est complètement abîmée, si le bec est brisé dans tous les sens, on ne peut pas les garder. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un stock d'oiseaux que Dominique a acheté il y a peut-être 30 ans, qui est un stock assez important, mais qui reste quand même un stock qu'on ne peut pas alimenter. Parce que faire de l'élevage d'oiseaux rares comme ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est totalement interdit. Donc ces oiseaux, ce qu'on fait, on s'occupe d'abord de l'automate, de le mettre à nu, qu'il soit propre et fonctionnel, que toutes les fonctions se fassent super bien. Et on va commencer par assembler des morceaux d'un autre oiseau, donc qu'on va utiliser de notre stock. Faut savoir que pour restaurer un oiseau d'une cage, il en faut presque 2. Des oiseaux secs, les oiseaux, il y a que le plumage et le crâne encore.
Et on commence par certaines parties et on regarde que tout soit bien symétrique et on vient recoller ça à la colle de poisson, quoi. Et les variétés, il y en a pas tant que ça. Ça, c'est un canari jaune et un tangara du Brésil. Et il y a aussi des oiseaux d'autres couleurs. On en a des bleus, on en a des verts. Ouais, vraiment, la difficulté, c'est adapter la morphologie. Parce que là, toute la tête de l'oiseau, par exemple le rouge, elle a été faite en plein de morceaux. Il n'a pas été possible de remettre toute une tête d'oiseau dessus. Elle a été refaite en plein de petits morceaux. C'est un travail de longue haleine. Pareil, le bec doit être adapté sur ces deux grosses goupilles en laiton sur lesquelles on vient fixer les becs collés. Les becs, il faut qu'ils soient bien alignés, qu'ils se ferment bien, qu'ils soient beaux, qu'ils soient en rapport avec les yeux. Il faut que ce soit un peu une allure, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que cette cage à oiseaux, c'est ce qui se faisait de plus complexe en matière de cage à oiseaux à l'époque? Ouais, celle-là, c'est la toutes options. Okay. 2 oiseaux, 2 étages, 2 fontaines, c'est quand même pas mal. Il en existe une multitude de types, mais celle-là, il y a un modèle encore un peu plus compliqué, mais elle est un peu plus grande et plus imposante, avec un papillon encore au-dessus. Automate. Incroyable. Ça pour la prochaine fois, ça. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on parle de cage à oiseaux, mais on a aussi le plaisir parfois de voir passer des tabatières, oui. Des boîtes à oiseaux chanteurs. Oui. Est-ce que tu peux, je sais que tu en as une, alors on sait qu'elle est évidemment pas, elle est en cours de restauration, elle n'a même pas encore été restaurée, c'est pour l'instant qu'un projet, mais elle fonctionne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Évidemment, c'était beaucoup plus facile de les transporter, on pouvait mettre un petit peu de choses dedans, licites évidemment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Alors la tabatière à oiseaux chanteurs, il y en a eu au XVIIIe siècle, qui sont signés Jacques Edreau et Les Chaux. Donc là vraiment c'est signé. J'ai dit avant que cette pièce n'était pas signée. Et c'est un petit peu la miniaturisation de ceci. Au lieu d'avoir un jeu de flûte comme là, un orgue miniaturisé avec plusieurs flûtes, on a un sifflet avec une chambre variable. Comme ce que les enfants ils utilisent, il y a des sucettes, des fois on siffle dedans, quand on fait varier la taille de la chambre, ça ne fait pas la même note. Et ben c'est Les Chaux qui avaient inventé ce système à l'époque, et ils l'ont adapté dans les tabatières. Et au début, il y en avait des ovales, qui sont superbes, et parce que faire rentrer 12 flûtes en étain dans un truc grand comme ça commence à devenir compliqué. Donc le système est assez similaire. Il y a un cylindre il y a un moteur, un cylindre à picot et un soufflet avec une peau, parce que ce qui permet de faire l'étanchéité et la flexibilité dans le soufflet, c'est du cuir. D'accord. Et là, c'est du cuir sur une tabatière qui est très très fin. Donc on miniaturise et puis on a ça, on peut l'emmener, et ce sont des objets de curiosité uniquement. Certaines donnent l'heure des tabatières. Et il y a eu plusieurs versions. Les frères Rochat, qui sont plutôt les objets attribués et signés des frères Rochat sont plutôt du début du 19e siècle, mais là on est vraiment sur le paroxysme de ce qui s'est fait en oiseau chanteur. C'est d'une qualité, d'une conception, d'une beauté, c'est merveilleux. Et ils ont fait aussi des cages à oiseaux, miniatures, grandes comme ça, avec dedans une pendulette qui donne heure, minute, seconde, sonnerie des quarts, sonnerie des heures. Magnifique. Donc aussi pareil que ça, un système de chant d'oiseaux, 2 oiseaux, dans une cage grande comme ça, et une musique à lame, avec 3 rangées de lames. Des objets un petit peu pointus. Magnifique. Pour toi, on va revenir à la cage à oiseaux qui est devant nous. Quelle était l'étape, la partie la plus complexe? La partie qui t'a peut-être pris le plus de temps, ou qui a dû avoir des recherches avant. Quelle était un peu la partie où tu t'es dit, là, il y a du... Bon, j'imagine rien n'est simple là-dedans, parce que tu portes la plus grande attention à tous les détails. Mais est-ce qu'il y a une partie en particulier qui t'a posé qui t'a pris le plus de matière grise, on va dire? Ça, c'est clair. Ce genre d'objet, il y a un truc, une négligence à un endroit, et il y aura un problème. Donc, il faut vraiment être rigoureux. Je pense que le plus important quand on restaure une cage à oiseaux, c'est y aller de manière très rigoureuse,
structure, mécanique, oiseau, vraiment tout faire dans l'ordre, prendre son temps. C'est un objet, on ne peut pas le restaurer à l'arrache, c'est pas possible. Un client qui veut être absolument dans un type de devis et de délai pour un objet comme ça, on va aller dans le mur. Il faut prendre le temps, parce que sinon, tu n'y arrives pas. Donc je dirais que la chose la plus importante, quand tu attaques un objet comme ça, c'est que là-dedans, ce soit en ordre. Parce que sinon, tu n'y arrives pas. C'est pas... Alors, il y a un truc très compliqué pour le détail technique, c'est quand tu as les 12 tubes en verre que tu dois empivoter. Parce que c'est comme une roue, mais très longue. Quand tu dois les empivoter en haut dans une petite plaque où il y a des trous qui font 0,5 mm, où tu dois mettre le pivot dedans, les 12 en même temps, les pivots sont courts, faut rien casser, rien laisser tomber par terre. Ça, c'est un peu sport. Mais le plus important, c'est être zen de A à Z et de faire tout bien. Ah ben voilà, elle déclenche. Ah, il est l'heure. C'est un peu magique quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Les gens, quand ils voient ce genre d'objet, ils sont... On voit vraiment, c'est cliché à dire, mais ils le regardent vraiment avec des yeux d'enfant, quoi. Et puis tu vois, ça se surprend. On parle et puis d'un coup, ils se mettent à chanter et puis... Ouais. Mais j'ai plus les mots, voilà. Écoute, je pense qu'on a jamais vraiment fait le tour d'une pièce comme ça. On va peut-être finir en conclusion. Combien, pour nos chers téléspectateurs, combien vrai il faut de temps pour restaurer un objet pareil? Tu m'as dit, et je trouvais ça très, très important et très bien, ça rejoint ton dernier propos de dire, faut avoir les idées au clair dans la tête. C'est pas un objet qu'on va bosser en continu. En fait, on va le laisser, on va faire une étape, on va travailler d'autres choses et puis on va revenir dessus. Oui. Voilà. Combien de temps il a fallu à peu près pour restaurer cette exceptionnelle pièce? Le client, quand il nous amène ça, on lui dit de toute façon que ce ne sera pas fait dans l'année. Donc là-dessus, je pense qu'on a mis 2 ans et demi à la restaurer, à peu près. Incroyable. Sachant qu'on travaille toujours sur 4 objets en moyenne. Toujours, on fait une opération sur un objet, on le laisse, on repasse à un autre, on repasse à un autre. Mais celle-ci, donc celle-là, on peut le dire, c'était des mois de travail, mais étalée sur 2 ans et demi. Il faut aussi s'imaginer que, exemple très concret là-dessus, 2 mois de travail sur l'habillage entièrement démonté, envoyé chez le doreur. Le doreur, c'est resté 4 ou 5 mois chez lui. Parce que lui aussi, il faut qu'il prenne le temps de faire bien tout. Sûr. Et là, aujourd'hui, tu peux officiellement dire que cette cage à oiseaux est restaurée? Oui, c'est ça. Donc elle est prête à être livrée. Pour le plus grand plaisir de son propriétaire, qui est venu la voir pendant qu'elle était en travaux. Et là, il y a tout un bandeau sur lequel viennent visser des plaques peintes avec des bronzes dorés dessus et des émaux de Genève. Et là, on a des petites niches avec des fleurs en bronze doré dessus. C'est magnifique à la fin. Et tu me disais aussi que toute la partie qui vient recouvrir le moteur et le cylindre, enfin en gros toute la partie mécanique, était manquante et vous l'avez entièrement refaite. Oui. Ça rejoint les propos de Dominique dans la première vidéo qu'on avait faite ensemble. Comme il faut. C'est-à-dire en prenant le temps et en essayant de respecter par rapport à tout ce que vous avez, les informations que vous avez sur l'habillage pour refaire, on va dire, ce qu'aurait fait l'artisan auparavant. Ouais. Bah attends, je vais les chercher. Ça, c'est les grilles qui s'appellent les grilles de nid. C'est une pendule qui est accrochée au plafond. Chez les gens, il y a de la poussière. Il faut surtout pas que la poussière rentre dans la mécanique. Quand on a reçu la cage, il y avait des plaques en laiton juste toutes simples, posées comme ça dessus, pas très bien ajustées, qui n'étaient pas d'origine, parce que quand on fait un objet comme ça, tout est bien ajusté. On sait, parce qu'on a une importante base de données sur les cages à oiseaux, que les grilles doivent être comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un client de nous prêter une cage à oiseaux pour pouvoir refaire ces grilles à l'identique. Donc, c'est de la plaque en laiton qui est découpée au boc-fil à la main, ensuite limée, et ensuite entièrement gravée à la main, pour finir dorée au mercure, repasser à l'agate pour faire des brillants et des mats, et ensuite, dessous, on colle une feuille de tissu, du tissu de soie, et puis voilà, la vie est belle. Un jeu d'enfant, quoi. Oh, ouais. Incroyable. Et donc ça vient habiller le centre de la pièce. Et protéger de la poussière. Et protéger de la poussière, le mouvement, évidemment. Et après, il n'y a plus qu'à profiter du spectacle. Si c'est ça.
C'est très chouette comme objet. C'est super agréable quand ça sonne et tout ça. Et ce qui est bien, c'est de l'exposer un petit peu quand même au soleil. Pas trop parce que le soleil, c'est pas très très bon. Pour les plumes. Mais quand le... Ouais. Bien que ça va, ça tient assez bien. Quand le soleil passe dedans, avec tout ce laiton doré, c'est flamboyant. C'est magnifique. Et puis avec la fontaine, c'est superbe. Magnifique. Est-ce qu'en conclusion, on se referait pas un petit chant d'oiseau, Nicolas? Si c'est si gentiment demandé, On s'en lasse pas, s'il te plaît. tu pars pas avec. Ah, le rouge, il me regarde maintenant. Ah il t'a dansé à une demi-heure. Oh, il veut plus. Écoute, Nicolas, merci, merci du fond du cœur pour ces explications. C'était un beau voyage dans le temps et dans l'énergie de l'horloge. Et on ne se quitte pas forcément parce qu'on va se retrouver pour un troisième épisode avec un objet bien différent, avec un échappement à force constante. Ouais. On en parlera très rapidement et on aura aussi plaisir dans un tout autre registre à apprendre beaucoup de choses. En tout cas, merci pour tes explications. Avec plaisir. Une dernière d'ailleurs pour la route. Allez, la clé. La clé de remontage. Un détail qui n'en est pas un. On remonte pas une pièce comme ça avec une clé en laiton achetée dans le catalogue, machin chose bidule. Non, il faut une clé haut niveau. Parce qu'on fait bien. C'est un carré très long, conique. Donc, encore une fois, Dominique, pendant des années, a collecté des clés anciennes. Donc là, on a repris une clé de pendule ancienne, en fer forgé, de super qualité. On a repercé là-dedans pour faire un logement. Et là, on a ajusté une pièce en laiton parfaitement sur le carré, pour pas avoir de jeu, pour pas abîmer ce carré justement, et qu'on se soit agréable à remonter, bien ajusté. Cette pièce en laiton, une fois que le carré a été ajusté, on la glisse là-dedans, on l'ajuste, on la brase à l'argent, et on a une clé qui est ajustée parfaite, quoi. Et tu C'est disais, important. toujours un tout petit peu Toujours de un jeu. petit jeu, parce que sinon, elle reste coincée dedans. Magnifique. C'est la dernière explication. Et merci de nous avoir suivis. À nouveau, merci Nicolas. Avec plaisir. J'espère que ce deuxième épisode en direct de Sainte-Croix vous aura plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour un troisième épisode, toujours avec Nicolas Hull, mais cette fois pour parler d'une pièce Breguet, une pendule Breguet de toute beauté. Je vous laisse un petit peu de suspense, mais vous ne serez pas déçus.